je suis un peu malade, donc c'est pour ça que je garde ma veste. Je vais essayer de faire au mieux pour la voix. Alors, je m'appelle John. J'ai lancé il y a 1 an et demi, 2 ans, un startup studio qui s'appelle Ecoa, où on accompagne des entrepreneurs dans leurs projets et on développe aussi des projets à nous qu'on tente de commercialiser et de transformer en société indépendante. Et là, je vais vous parler en particulier d'un de nos projets qui s'appelle Eco, et sous un angle un peu plus technique, qui est comment on scale des WebSockets avec zéro downtime. Le projet, il s'appelle EcoChat. EcoChat, c'est quoi? C'est... Salut. EcoChat, c'est une solution pour implémenter un chat sur mesure dans vos applicatifs web ou mobiles. Vous avez besoin de chat, de faire parler des users entre eux ou des groupes de users ou peu importe. Au lieu de développer from scratch une solution de chat qui prend du temps, qui est chiant, etc., on vous apporte les outils, le framework ou la solution clé en main pour mettre un chat sur votre site ou votre application. L'in-app messaging, donc la messagerie généralement, ça se passe sur le web à travers des WebSockets. Il y a d'autres alternatives à ça, mais le plus répandu, le plus utilisé et le plus stable entre guillemets, c'est des WebSockets. Juste une WebSocket, c'est quoi? À la différence d'une requête HTTP classique sur le web, une WebSocket, c'est une connexion entre un terminal, donc un ordinateur, et un serveur. La connexion, elle est constante, permanente et multiplexée, c'est-à-dire que les messages vont dans les deux sens, à la différence d'une requête HTTP classique. Pour ça, on a dû faire un choix de sur quelle techno on part, surtout si on veut être la solution de beaucoup d'entreprises, donc pour avoir un gros volume de chat, etc. Et on a choisi Elixir. Donc Elixir, c'est un langage fonctionnel distribué et concurrent qui fonctionne sur la machine virtuelle d'Erlang qui s'appelle BIM. BIM, ça a été développé par Ericsson dans les années Wallace et c'est une machine virtuelle monstrueuse dans le sens où, à la différence des autres langages de programmation qui sont en mode concurrent et distribué, qui font de l'asynchrone ou du multithreadé ou autre, ils ont tout un environnement virtuel qui permet de spawner des process, mais vraiment beaucoup de process avec une très faible empreinte mémoire et de CPU. C'est-à-dire que sur un seul et unique serveur, on peut gérer jusqu'à plus de 2 millions de process en simultané sans que ça bronche. Donc c'est un des gros avantages de cette machine virtuelle et du coup d'avoir Elixir au-dessus de ça. Donc c'est un langage Elixir qui est parfait pour la haute disponibilité et la distribution. Et aussi, on est parti sur ça parce que des gros comme le chat de Facebook, WhatsApp ou des banques modernes sont partis sur ce langage-là. Donc, on s'est dit que c'était un bon choix. Le zéro downtime, donc ça commence avec des fondamentaux qui est avant même l'infrastructure, qui est le cycle de CI/CD, donc l'intégration continue et le déploiement continu. Je vais vous détailler un peu plus techniquement notre projet concrètement, comment ça se passe même au niveau du code. On a une logique de monorepo, donc de repository monolithique sur Git. Donc, qui connaît ça? Bon, ça. Alors, c'est quoi l'avantage par rapport à avoir plein de repos Git dans tous les sens pour son projet? C'est que déjà il y a tous vos différents applicatifs services qui sont sur une même structure de dossier. Donc c'est principe, on ouvre notre IDE, on a accès à tous nos différents projets, nos fronts, nos SDK, notre core, notre admin, etc. Le deuxième gros avantage, c'est qu'on travaille en version, en branche, on fait évoluer tout en même temps. C'est-à-dire qu'on fait une release, la branche ou la feature Intel, mais on fait évoluer l'API, le core, les SDK, etc. Et on peut derrière tester et déployer l'intégralité de cet environnement pour cette branche-là, en fait. Donc c'est un des gros avantages. Et on n'est pas allé jusqu'à ce point-là, mais il est possible de le faire en monorepo. C'est d'externaliser. Voilà, vous avez clairement, nous, ce qu'on va faire pour le SDK iOS, on n'a pas la techno, les compétences en interne. On va sous-traiter cette partie-là à une équipe, mais on va leur donner accès qu'à cette partie-là. Ils vont pouvoir bosser dessus et à la fin, faire une synchro des repos et remonter ça directement dans notre repos monolithique. On a
mentalité git push and forget. Donc dès on pousse sur notre branche de feature, de release, de développement ou de master, ben, ça part dans les environnements staging dédiés pour ça. Et comment ça se passe avec un monorepo? C'est qu'en fait, on a donc notre repo Git où on a tous nos projets. Dès qu'on push, ça part sur GitLab où là, il y a toute une logique. Donc, ça s'appelle les Git subtree split qui permettent de découper les dossiers que je vous ai vus tout à l'heure, la partie core, la partie admin, la partie doc, etc. Ça va récupérer le contenu de ça et ça va le pusher dans un repository dédié qui va permettre que chaque projet de manière indépendante va avoir leur cycle de vie d'intégration et de déploiement continu. Donc, pour pouvoir lancer les tests de chaque projet et les déployer de manière indépendante. Donc, en faisant ça, ensuite, il y a le projet core, doc, même ceux-là, ils sont sur GitLab, d'autres peuvent être sur GitHub, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Suite à ça, là, c'est notre projet core, par exemple, on passe le cycle de CI, donc tous les tests unitaires et fonctionnels, la phase de build, donc on est sur Docker, donc le build des différentes images Docker qui sont ensuite pushées sur le registry, donc on utilise AWS, comme vous allez voir. Donc ça part sur ECR, donc c'est leur outil, leur registry Docker. Et ensuite la phase de déploiement. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le Docker, c'est le script de build. C'est la phase de build, voilà, où on build les différentes images avec à chaque fois le tag latest qu'il faut jamais utiliser, mais on le fait quand même, et surtout le h2 commit qui nous permet de séparer chacune des images, et ensuite on les push vers le registry. Ensuite, la phase de déploiement. Donc, on déploie sur AWS et sur Elastic Beanstalk. Pour ça, c'est un peu chiant au début. Il fallait comprendre comment ça marche dès qu'on veut faire tourner du Docker dessus et encore plus en mode automatisé. Donc, il y a un premier script de déploiement qui fait un truc très bête, qui supprime un fichier qui est sur S3. De ça, ça va envoyer un fichier sur S3 qui contient ça. En gros, ce fichier, c'est un dockerrun.aws.json qui contient notre image, qui est sur le registry ECR, avec le projet et le tag en question, les ports qu'on veut exposer, et la commande à lancer, une fois qu'il va être lancé et buildé en prod. Je vérifie juste. Ouais. Donc, dès qu'on fait ça, donc ça, c'est la dernière étape, c'est la phase de build qu'il y a sur GitLab. Ça va juste pousser ce fichier-là sur S3. Une fois sur S3, il y a un autre service, il y en a des millions de services, mais il y en a un qui s'appelle Code Pipeline sur AWS, qui permet de faire des cycles, d'automatiser des process. Et là, en gros, le process qu'on lui a fait, c'est dès que tu vois qu'il y a un nouveau fichier qui est mis à jour sur S3, donc on lui donne le chemin du fichier, et ben tu nous déploies tel stack, tu nous mets à jour du moins tel stack sur Beanstalk. Donc là, on a déployé notre app core, Echo API. Le fichier est mis à jour, boum, ça va déployer sur Beanstalk notre nouvelle release. Fred en a bien parlé tout à l'heure de Beanstalk, mais là, je reviens juste pour les avantages pour nous que l'on a à utiliser ça. C'est qu'on pouvait utiliser, on pouvait pas utiliser de l'Elixir nativement, donc on était obligé de passer par Docker. Ça nous allait bien, on est en Docker, en environnement de développement, on continue en prod. Ils ont plusieurs stratégies de déploiement, donc dont une qui est parfaite pour nous, c'est un déploiement immutable, c'est-à-dire que, on va dire le déploiement classique, on a 3 instances, ça remplace le contenu dans les instances pour la nouvelle version de l'application. Donc là, c'est le plus risqué parce que vous pouvez avoir une perte de service pendant le temps du switch. La version immutable, c'est que si vous avez 3 machines, il déploie 3 nouvelles machines et pendant un moment, vous allez être à 6 machines en simultané, le temps que le load balancer coupe les autres machines et ensuite les kill. Donc ça, c'est le truc parfait pour nous. Le if check, donc ça permet d'avoir du blue-green déploiement. C'est-à-dire, dès que les 3 nouvelles machines sont lancées, on a des routes de if check qui permettent de s'assurer que tous les services à l'intérieur de notre applicatif sont bien lancés et opérationnels. À partir du moment où ça passe vert, c'est bon, notre app est prête à être intégrée dans le load balancer. L'auto-scaling, ça c'est la magie. C'est-à-dire par défaut, on met que notre applicatif, on veut à minima 2 instances.
On peut dire jusqu'au maximum 10, 20, 30 instances. Et en fait, automatiquement, en fonction de la charge CPU et RAM qui est utilisée pour chacun de nos services, il y a AWS qui va instancier un certain nombre de machines pour répondre à la charge. Vous pouvez le caper heureusement, parce que sinon ça peut coûter très cher. Mais ça marche super bien, et surtout dès qu'il y a une baisse de trafic, ça se downgrade automatiquement. Et tous les logs des conteneurs Docker qui remontent dans CloudWatch, et c'est juste top. Alors, ça c'est la particularité d'Elixir. Donc Elixir fonctionne en mode distribué. Donc techniquement, il communique via la machine d'Erlang avec d'autres hosts qui sont sur d'autres machines. Il y a un premier mode qui est possible par défaut, surtout à travers des sockets. C'est le pub/sub via Redis. Le problème, c'est qu'on fait intervenir un troisième acteur ici qui est Redis et qui devient un peu notre SPOF, qui risque de... C'est par lui que tous les messages vont transiter entre les nœuds. Ça marche bien pour bricoler, mais après, en environnement de prod, faut pas utiliser ça. Et sinon, il y a une autre lib qui se greffe sur Elixir, donc libcluster. Il y a une version libcluster EC2 qui, en gros, donc, quand on déploie notre service sur AWS, Beanstalk, derrière, c'est des instances EC2. Donc, c'est des machines virtuelles. Ces machines virtuelles, elles sont toutes taguées. Donc, elles ont un nom spécifique qui contient le nom de notre application. Et à travers libcluster et l'API d'AWS, une machine, un service, peut interroger AWS et en gros, qui lui dit, OK, dis-moi où sont mes frères et sœurs. Donc, il va lui dire, voilà, c'est sur telle IP, tu as tel service, sur telle autre IP, telle autre IP. Et de cette manière-là, tous les nœuds de notre cluster ont connaissance les uns des autres. Et cette machine-là, elle se fait à travers un process qui tourne en permanence et on peut le régler, mais je crois qu'il, toutes les 2 secondes, fait une requête AWS pour savoir s'il y a eu du changement ou pas, et il se met à jour continuellement. Concrètement, ça marche comment? Là, on a 4 utilisateurs qui sont connectés à travers, donc, qui ont une WebSocket, une connexion ouverte avec nos 3 services qui communiquent entre eux. C'est-à-dire que dès que lui est en train d'écrire, les autres sont au courant, et à travers la WebSocket, lui, il reçoit le message, il y a José 1 qui est en train de taper. Là, on vient de lancer notre déploiement. Donc, on a notre déploiement immutable. Donc, on a les 3 nouvelles machines qui sont apparues sur le réseau, mais pour l'instant, elles sont en train de se lancer. Là, elles commencent à discuter dans tous les sens pour savoir qui est qui fait quoi, où on en est, etc. Il y a beaucoup de flèches, mais c'est géré nativement et parfaitement par Elixir et la VM d'Erlang. À partir du moment où elles sont vertes, donc les if checks sont passés, on se retrouve à 6 machines. Il y a le load balancer qui fait le job que toute nouvelle requête qui entre, donc là on a une nouvelle personne qui arrive, il tombe uniquement sur une nouvelle machine et pas sur les 3 autres qui sont en instance de mort. Ensuite, passer un temps, donc on peut régler ce temps-là où on veut que les machines continuent de fonctionner entre elles. Donc passer 2 minutes, 1 minute, peu importe. Donc les machines vont se couper. Le load balancer va arrêter de distribuer le trafic dessus. Le problème, qui n'est pas un problème, c'est qu'en fait, les WebSockets vont être en échec. Et en fait, c'est le fait du WebSocket nativement. Il y a une connexion qui est ouverte, mais à l'intérieur de ça, il y a du battement de cœur, des heartbeats, qui fait qu'il y a du trafic qui bouge constamment. Si, passé un certain moment, on n'a plus d'échange, la connexion se kill elle-même et se relance. Mais c'est continuellement, en fait. Donc, du coup, c'est transparent pour l'internaute qui est connecté à sa WebSocket. Elle se coupe et elle se relance automatiquement, et elle se relance automatiquement sur une nouvelle machine. Mais même s'il était en train d'écrire ou quoi, il y a 0 perte de données. Tout est bien géré. Et à la fin, on se retrouve à la fin du process avec tous nos utilisateurs, moi j'en ai oublié un, qui reparlent de nouveau avec les 3 machines, avec la nouvelle version de notre applicatif. Alors, une première conclusion, c'est au final le downtime, parce que ça part aussi de là, c'est tout le flow de déploiement, de développement avant soit carré. Donc, je ne vais pas en refaire, les tests sont importants, les tests sont très importants, surtout pour les parties critiques du business. Donc, c'est la base de tout, et d'automatiser ça. AWS, on avait une très faible expérience de ça. On utilisait avec
quelques services comme S3, Route 53 et quelques conneries autour. Mais on s'est dit bon là on veut y aller à fond. Donc ça fait mal. AWS, c'est pas simple. Surtout si on veut partir de suite sur le truc tout orchestré avec CloudFormation et tout le bordel. Ben franchement j'ai pleuré pendant des semaines dessus. Du coup après j'ai décidé de me faire aider. Donc j'ai trouvé un expert junior. Je l'ai vu après qui était junior, mais qui nous a quand même bien aidé à comprendre comment fonctionnait vraiment Elastic Beanstalk. Et une fois qu'on a mis les mains dedans, mais en fait, on se rend compte que c'est super simple, à part quelques subtilités au niveau des réglages, mais ça marche bien. On était très contents. Le dernier, c'est ma tête quand on a vu la facture. Parce que ça... On calcule vite fait comme ça, bon, mais ça va nous coûter 40 $, pour le truc minimum. Bon, au final, on se retrouve plus à 150 $. Au final, on reçoit quand même une facture de 1300 $. Parce que pendant 3 jours, j'ai oublié de couper un service de test de charge pour tester nos sockets et l'autoscaling, et là, ça a fait mal. 3 jours, 1300 $. Donc ça a piqué, ils auraient voulu savoir, donc... mais voilà. Et le problème aussi par rapport au pricing, c'est que déjà il y a plein de régions. Enfin, dans AWS, on peut choisir les régions déjà pour retrouver où est-ce qu'on a dépensé, où sont nos machines. C'est un bordel. Et voilà, c'est un peu la surprise, donc il faut constamment le surveiller. Et ensuite Elixir. Alors ça, moi je viens du monde de PHP et plutôt Node.js. Il y a 3-4 ans, je suis tombé dans du Go, que c'est un langage que j'ai adoré pour plein de raisons, qui étaient juste magnifiques, et j'avais pris une claque déjà avec Go, et là avec Elixir c'est un niveau encore au-dessus. C'est vraiment le truc royal. Bon, déjà ça change la logique, il faut désapprendre plein de choses. Je viens du langage objet, et là il y a 0 objet, c'est tout fonctionnel, donc c'est perturbant au début, mais ça se fait très bien. Et surtout cette logique que dès qu'on lance quelque chose, on peut le lancer dans un sous-process indépendant qui peut planter, peu importe son état, ça va pas impacter notre applicatif. On peut communiquer avec ces process, on peut lancer ce qui s'appelle des gen serveurs, donc c'est des process indépendants qui sont disponibles tout le temps pour continuer d'échanger entre eux. Et en fait, ça ouvre énormément de possibilités sur la manière de développer des applications, en fait, pour avoir du temps réel, de la haute disponibilité et de la tolérance à la panne, quoi. Donc c'est vraiment un coup de cœur, et peu importe votre langage, je vous invite juste au moins à creuser un peu plus Elixir et ce que ça permet, parce que c'est vraiment, vraiment top. Là, les trucs qu'on bosse en ce moment, et des alternatives à l'infra qu'on vient de mettre en place là, c'est de faire tourner Elixir sans Docker. Et pourquoi ça? À cause de ce petit bijou-là que Elixir propose. Je sais pas si vous connaissez dans ce qu'on peut faire en React Native, par exemple, ce qui s'appelle du code push. Donc, c'est du déploiement à chaud de fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités, de mise à jour. Et en fait, Elixir, nativement, on a notre code qui tourne en production, et bien, on peut lui balancer un update de l'application sans downtime, sans changement de version, quoi. C'est le code qui est à chaud, il est changé, et ça marche instantanément. Et c'est vers là où on tend d'aller. On n'est pas allé dès le début parce que on avait encore trop peu d'expérience, mais là, vu qu'on a vu que c'était bien rodé, maintenant on bosse actuellement sur cette phase-là, et là, ça sera le truc ultime. Voilà. C'est tout pour moi.